Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes connectés sur notre matinale CSE. Euh, J'espère que vous êtes bien au chaud et que vous allez pouvoir suivre et être intéressés par ce dont nous allons parler, qui est un thème extrêmement important, de la participation, l'intéressement, la salariée et l'épargne salariale. Juste un mot d'introduction. D'abord, pendant ce déroulé qui va durer avec vos questions 1h30, 9h, 10h30, vous pouvez poser des questions autant que vous voulez. Vous avez sur votre écran une rubrique questions. Vous cliquez et vous posez votre question. Et avec un peu de chance, on essaiera d'y répondre. Autrement, on verra si on a des jokers pour vous répondre un peu plus tard. Euh, je voudrais juste dire l'importance pour nous, mon confrère et moi, Gérard Lejeune, qui est un confrère qui est depuis pas mal d'années, de semaines, impliqué dans les missions auprès des CSE, qui les pratique, qui les connaît et qui a une grande compétence, qui va pouvoir nous éclairer aussi. Je voudrais vous dire à quel point, dans notre profession, nous sommes attachés à la confraternité et à la mise en commun euh, de savoir que nous souhaitons partager. C'est la raison pour laquelle nous avons créé au niveau du Conseil régional de Paris, tout comme il existe l'équivalent au niveau du Conseil national, des groupes de travail, des comités, des commissions, qui travaillent sur des thématiques, qui publient des informations pour faciliter l'exercice de ces missions auprès des confrères. Donc c'est vraiment quelque chose que nous pratiquons régulièrement. Et si vous avez vous-même un savoir spécifique, n'hésitez pas à rejoindre un comité, une commission pour faire bénéficier les autres confrères qui, comme nous, essayons d'échanger, de partager ce que nous avons appris par notre expérience et par notre pratique. Voilà. Donc, ce thème est très important, surtout aujourd'hui, où nous sommes dans une période d'inflation, de problèmes de pouvoir d'achat, d'anxiété chez les uns, chez les autres, et de tensions sur le marché du travail, sur l'emploi notamment, vous devez le voir dans vos cabinets d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ces thématiques sur la motivation des salariés euh, qui va de pair avec la compétitivité de l'entreprise, est aussi actuelle. Voilà. Donc le plan que nous allons suivre est un plan en 6 parties, qui ne sont pas forcément de taille égale, mais nous allons, vous parler, non pas, d'abord, tout ce que nous allons voir, nous allons le voir non pas uniquement en tant que rappel technique sur la participation à l'intéressement, ce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais si on fait quelques rappels, c'est parce que peut-être certains ont oublié, mais surtout nous allons également mettre l'accent sur la mission de l'expert comptable du CSE à travers ces thématiques de motivation, d'intéressement des salariés. Donc nous verrons la mission de contrôle de l'expert comptable de la réserve spéciale de participation. Nous traiterons de l'intéressement comme élément de motivation du personnel, des mécanismes de placement de l'épargne salariale, de la récente prime de partage de la valeur qui est issue de la loi sur le pouvoir d'achat, du lien qu'il y a entre ces éléments-là et la mission que les CSE peuvent confier à un expert comptable quant à leur consultation sur la politique sociale de l'entreprise et sur l'actionnariat salarié. Pour commencer, je passe la parole à mon confrère et ami Gérard Lejeune, qui va ouvrir cette session au plan technique. Merci. Gérard, on ne te voit pas, c'est bon. On ne te voyait pas, on te voit. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, merci Jean-Luc pour cette introduction. Comme nous venons de le voir, ce sujet du partage du profit et de la richesse créée par les entreprises est un sujet central du dialogue social au sein des entreprises. Alors, le point d'entrée pour les experts comptables qui ont une pratique dans le champ
des missions d'accompagnement des CSE est cette mission particulière de contrôle par l'expert comptable de la réserve spéciale de participation. Alors, sans faire un long exposé historique, il faut bien comprendre que cette idée de partager les profits est entrée dans notre droit. Alors, en 1959, par l'intéressement facultatif, en 1967, par la participation légale et obligatoire. La France est un des rares pays du monde à disposer d'un système de participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise. C'est un des joyaux de notre système social. Alors, ce dispositif est inspiré du catholicisme social. On parle souvent de l'encyclique papale Rerum Novarum de Léon XIII du 15 mai 1891. Voilà. Cette encyclique papale nous disait les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés, la richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Voilà. Vous retrouvez en commentaire de diapositive, vous aurez ce diaporama, cette référence fondamentale qui a imprégné effectivement la philosophie du général de Gaulle par cette ordonnance du 17 août 1967. Le débat est toujours dans l'actualité. Chacun se souvient de l'intervention en pleine crise financière 2008-2009 du président Sarkozy, qui avait remis dans le débat public la question du partage du profit en affirmant que la répartition des profits devait se faire selon 3 tiers, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les entreprises, l'autofinancement, la préparation de l'avenir, les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain, et le dernier tiers est effectivement pour l'État et les collectivités publiques. Alors, cette répartition entre les salariés et les actionnaires, non, le dernier tiers pour les salariés, pardon, excusez-moi, voilà, sur les 3 tiers. Alors, on a ce dispositif qui existe dans notre droit depuis 1967 et ce dispositif a pris une importance grandissante. Aujourd'hui, ce sont plusieurs milliards d'euros qui sont gérés effectivement par ces mécanismes sous le vocable de l'épargne salariale. Alors, ces mécanismes de variabilité de la rémunération des salariés ont effectivement amené certains économistes. Il y a Martin Weizmann, qui est un économiste américain, qui a développé la thèse qu'il y aurait moins de chômage s'il y avait plus de variabilité des rémunérations en période de récession. Les entreprises, pour réduire le coût salarial, seraient moins contraints de faire des plans sociaux alors qu'il y a une réduction de l'activité. Alors, ce point est essentiel sur effectivement le débat qui aujourd'hui d'ailleurs est au cœur de l'actualité. On le verra à la fin de notre diaporama par les projets du gouvernement actuel. Aujourd'hui, on a eu au cours des dernières décennies, 2 ou 3 dernières décennies, des mécanismes d'individualisation des modes de gestion des rémunérations. On a effectivement aujourd'hui un désengagement des salariés. On a des secteurs entiers qui sont en crise. On parle du secteur de la santé. Encore ce matin, je disais dans le journal qu'il y a des milliers de postes d'infirmières à pourvoir, etc. Donc, on parle spécifique sur le secteur de la santé, mais il y a quand même un grand problème de motivation, effectivement, des salariés et une perte de sens de la valeur travail qui a été remise aussi dans le débat politique par un certain nombre de dirigeants politiques. Alors, dans ce contexte, les entreprises doivent réfléchir ou réfléchissent à la manière de remobiliser les salariés en tentant de réconcilier la performance économique et la performance sociale en permettant effectivement de retrouver le chemin d'un véritable et plus juste partage de la richesse créée par l'entreprise au bénéfice de la communauté humaine des salariés et des dirigeants qui s'investissent dans les entreprises
dans l'objectif aussi de réduire la conflictualité sociale au sein des entreprises. Alors, la formule de participation, malgré plusieurs tentatives, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé depuis 1967. Vous la connaissez tous. Vous êtes expert comptable. Bon. La loi a prévu que le CE puis le CSE puissent faire appel à un expert comptable pour vérifier effectivement chacun des termes de la formule de participation. Alors, chaque terme comporte des pièges importants. Le B fiscal, bon, a été choisi dès le départ par les pouvoirs publics, car nous savons tous que ce bénéfice fiscal encadré par les règles rigoureuses de notre droit fiscal est plus fiable que le bénéfice comptable. Ce bénéfice fiscal, effectivement, peut intégrer des composantes complexes. Il doit faire l'objet d'une attestation, normalement, du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, l'inspecteur des finances publiques, effectivement, qui doivent attester de son montant. Alors, le C, c'est les capitaux propres. La formule, c'est une formule qui contient une philosophie sociale. Le bénéfice, doit être au moins supérieur à 5% du capital investi. Les actionnaires, ceux qui créent l'entreprise prennent un risque économique. Le rendement du capital doit être au moins de 5%. On voit l'intérêt de ce taux de 5% à une époque où on a des taux exigés par les fonds financiers ou les marchés qui sont effectivement aberrants du point de vue de la réalité économique. Ce bénéfice, donc supérieur à 5%, doit être réparti en fonction d'un ratio des salaires rapportés à la valeur ajoutée. Alors, sans rentrer dans le détail technique, le S et le VA comportent aussi des pièges de calcul techniques sur lesquels la compétence des experts comptables qui savent à la fois établir des liasses fiscales, calculer l'impôt ou le vérifier quand ils sont dans la fonction de commissaire aux comptes est extrêmement important. Donc, d'où l'idée de cette mission particulière du CSE pour vérifier effectivement le calcul de cette réserve spéciale de participation. Alors, la loi Pacte a amené quelques changements, effectivement. Il y a aujourd'hui un écrêtement. Le montant ne peut pas dépasser un plafond égal à 3 fois le plafond de sécurité sociale, un peu plus de 120 000 € par rapport aux hautes rémunérations. C'était 4 fois antérieurement. Ça, c'est un changement induit par la loi Pacte de 2019. Et le plafond individuel ne doit pas dépasser 75% du plafond de la sécurité sociale par an et par salarié. Mais bien sûr, il est possible, et on va le voir, d'obtenir des formules dérogatoires qui sont souvent mises en œuvre d'ailleurs dans des entreprises internationales. Parce que dans ces entreprises internationales, nous savons que du fait des mécanismes d'évasion fiscale, entre guillemets, nous avons effectivement un B fiscal qui n'a pas de sens par rapport à la réalité du bénéfice réellement dégagé par l'activité de l'entreprise, au moins en France. D'où l'intérêt, effectivement, de démontrer à l'occasion de nos missions d'expertise comptable le véritable bénéfice créé par l'activité économique de l'entreprise, de montrer cette discordance avec le bénéfice fiscal, assiette de la participation, et donner aux élus des arguments pour que ceux-ci puissent effectivement, dans le respect du dialogue social, négocier des accords dérogatoires qui peuvent prendre diverses formes sur différentes composantes de la formule. Alors, la mission de l'expert comptable ne s'arrête pas effectivement à vérifier que le montant global est correctement calculé. Déjà, calculer ce montant global est complexe, puisque vous le savez, la participation n'est pas déductible l'année
de son calcul et de sa comptabilisation en charge, alors que le forfait social et la taxe sur les salaires, pour les entreprises par exemple partiellement assujetties, le sont l'année de la génération de cette participation. D'où un calcul itératif complexe, effectivement, pour obtenir le montant global de la réserve de participation. Alors, la mission de l'expert comptable doit aussi aboutir à vérifier la répartition selon les dispositions de l'accord de participation. Et on voit aujourd'hui des accords qui prévoient effectivement, le classique, c'est la répartition proportionnellement au salaire, mais certains accords font une répartition en uniforme entre les salariés, parfois inversement proportionnelle au salaire, en fonction du temps de présence ou en combinant différents critères. Alors, l'employeur doit présenter un rapport, et c'est ce rapport, effectivement, présenté au CE, qui est le point d'entrée de cette mission légale de la vérification de la participation et de sa répartition par l'expert comptable mandaté par le CSE. Alors, les pratiques des cabinets qui interviennent dans le champ des CSE, la pratique des cabinets est différente. Certains cabinets incluent cette mission dans la mission sur la situation économique et financière. Mais d'autres préfèrent, comme le prévoit notre droit, en faire une mission spécifique de vérification de la participation. Donc cette mission, effectivement, c'est d'étudier l'accord, de vérifier le plus rigoureusement possible chacune des composantes en regard de la complexité des règles du droit fiscal, de vérifier la répartition. Alors, il faut, pour vérifier la répartition, rentrer dans le détail des rémunérations, obtenir les fichiers salaires pour vérifier le calcul individuel. Souvent, c'est des fichiers Excel qui permettent cette vérification, vérifier que l'écrêtement a bien été appliqué sur les plus hautes rémunérations, vérifier que les salariés en congé maternité ou accident de travail ont bien été réintégrés dans les bruts pour que la somme qui leur soit attribuée soit la bonne somme. Donc, dans les missions de l'expert comptable du CSE, c'est la seule mission, en fait, qui comporte une véritable vérification comptable. Les autres missions sont des missions, je dirais, d'analyse économique, de pédagogie sur l'économie de l'entreprise, mais celle-ci porte une véritable responsabilité de vérification comptable par l'expert comptable du CSE. Alors, cette mission, effectivement, elle a pour objet, je reviens sur la précédente diapositive, oui, elle a pour... alors, il y a une discussion depuis les ordonnances Macron, il y a une incertitude, sur la prise en charge de cette mission. Avant les ordonnances Macron de l'automne 2017 et la loi de ratification de mars 2018, cette mission a été prise en charge par l'employeur. Il y a eu une erreur dans un article du décret de l'application des ordonnances Macron, le D3323-14, qui a renvoyé à un ancien article du Code du travail qui concernait les CE et qui a été abrogé avec la mise en place des CSE. Dans le guide du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, nous développons la thèse que cette mission est subséquente à la mission sur la situation économique et financière, qu'on appelait autrefois la mission sur les comptes annuels, et que cette mission doit continuer à être rémunérée à 100% par l'employeur. Voilà. Dans la pratique de notre cabinet, nous sommes un petit cabinet qui intervenons sur ces missions depuis 2020 et depuis la mise en place et la généralisation des CSE, pratiquant ces missions avec une lettre de mission particulière, un budget particulier, on n'a jamais eu d'opposition quant à la prise en charge intégrale de cette mission par l'employeur. Alors, cette mission a un coût qui peut varier, effectivement, selon la complexité. Il y a des cas très simples où le budget d'honoraires va peut-être être de 1 500 ou 2 000 euros de l'expert comptable, si c'est une petite entité, jusqu'à parfois 5, 6, 7 ou 8 000 euros, beaucoup plus, dans les cas très, très complexes
avec des milliers ou des dizaines de milliers de salariés. Voilà. Mais effectivement, le droit permet d'en faire une mission spécifique. Alors, le rôle de l'expert comptable du CSE, c'est effectivement non seulement de vérifier, de contrôler, mais de conseiller. Hein. Je l'ai dit au début de l'exposé. Bon, dans les entreprises internationales, on a des flux intra-groupes avec les contrats de commissionnaires, avec les prix de transfert et un certain nombre de mécanismes qui font que le B fiscal français, effectivement, est souvent réduit à sa portion congrue. On voit pour pratiquer des missions dans des filiales de sociétés d'informatique internationales américaines, elles affichent un bénéfice mondial de 20 à 25% de leur chiffre d'affaires, alors qu'en France, elles affichent un taux de profit de 1 à 2% du chiffre d'affaires. Donc le bénéfice, effectivement, dans ces groupes internationaux ne représente pas la richesse créée par l'entreprise. D'où l'importance de mettre en évidence cette discordance pour que les représentants du personnel puissent au mieux négocier un accord dérogatoire. Donc l'idée, c'est de permettre de mettre en évidence les paramètres de gestion d'entreprise pour aboutir justement à un calcul différentiel en faveur des représentants du CSE, voilà, et de montrer effectivement les marges de manœuvre possibles pour améliorer cette participation qui est un des éléments de l'épargne salariale. C'est une mission dite de procédure convenue dans le cadre des normes des missions d'expert comptable, et la mission prend fin avec la présentation par l'expert comptable de son rapport au CSE, où l'expert comptable, nous c'est notre pratique, il n'y a pas de modèle défini, on présente le calcul fait par notre cabinet, le calcul fait par l'entreprise et les éventuelles discordances, après avoir expliqué effectivement les paramètres de gestion. Et la mission doit comporter aussi des conseils sur la gestion justement des sommes affectées à cette épargne salariale issue de la participation, qui peut être complétée, et Jean-Luc va nous le présenter, par les dispositifs dits d'intéressement des salariés. Merci beaucoup, Gérard, d'avoir présenté cette mission de contrôle de l'expert comptable concernant la participation et le contrôle de la réserve, avec ces rappels que tu as pu faire. Chacun sait ici que la participation est une obligation pour les entreprises qui ont plus de 50 personnes, on en a déjà parlé, mais qu'elle peut bien sûr être mise en place pour les entreprises plus petites. Malgré les incitations, ça ne marche pas vraiment, mais l'idée est là. Alors, moi, je vais vous parler de l'intéressement, qui est le pendant de la participation, l'intéressement étant un élément de motivation du personnel, un élément non seulement qui sert à motiver le personnel, normalement, si on choisit de beaux indicateurs, mais également qui participe au renforcement de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire que les deux, l'intéressement et la participation, sont intimement liés. La différence entre les deux, c'est que la participation est une obligation légale suivant l'effectif, et que la participation reste un dispositif qui est facultatif, mais où de nombreux éléments incitent à le mettre en place. D'ailleurs, nous parlons de ça pour nos missions d'expert comptable du CSE, mais ces éléments-là sont aussi également des pans de notre activité pour nos clients entreprises que nous conseillons au quotidien pour qu'elles mettent en place ces éléments comme éléments de motivation pour leur personnel, surtout en ce moment où il y a une tension sur l'emploi et où d'intéresser le personnel est un élément complémentaire du salaire, même si les syndicats en règle générale préfèrent du salaire fixe garanti que des éléments hypothétiques, puisque intéressement et participation sont liés à des résultats qui, par définition, même s'ils sont prévisibles, ne sont pas garantis, ne sont pas assurés. Donc, l'objectif de l'intéressement est double. Un,
il est de motiver les salariés, deux, de les fidéliser. Comment? En les associant financièrement aux résultats de l'entreprise et à sa performance. Donc, ce n'est pas une décision, je dirais, en l'air, parce qu'elle s'inscrit dans un accord donc, qui est à convenir entre l'employeur et les salariés, ou s'il y a des représentants du personnel avec les représentants du personnel, et ça permet aux salariés d'avoir un élément de salaire, une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de l'entreprise. À la différence de la participation, il n'y a pas de formule ici. La formule est inventée et elle peut être segmentée par catégorie. Il y a beaucoup de possibilités. C'est la liberté de conception, de créativité que l'on peut utiliser pour mettre en place un intéressement qui serve à quelque chose. Parce que toute l'idée de l'intéressement, c'est qu'il existe et qu'il soit motivant et qu'il s'inscrive par rapport à ce que l'entreprise va produire, va générer comme résultat, comme performance. Et d'ailleurs, comme la formule n'est pas écrite légalement, elle est inventée, elle n'est pas forcément liée à tel ou tel indicateur légal, comme on l'a vu pour la participation. On peut passer au slide suivant qui précise que cet accord d'intéressement est vraiment, moi je le crois vraiment, un élément de motivation du personnel. Quand on a des bons indicateurs, si par contre on n'a pas fait les bons choix, quelque part ça ne sert à rien. S'il ne produit rien, année après année, il n'y a aucune motivation, bien entendu. Et donc, il est conclu pour 3 ou 5 ans, puisque certains avaient peur de s'inscrire dans la durée longue, et donc le pouvoir d'achat a prévu les possibilités de modulation et prévoit des choses précises, à savoir un système d'information du personnel qui doit pouvoir vérifier le calcul, les modalités de répartition prévues dans cet accord, donc il doit être assez précis. Et on a listé ici, et car le support vous pourra en disposer, il vous sera adressé après la matinale. L'accord précise un certain nombre de choses, la période pour laquelle il est conclu, que les modalités d'intéressement retenues, les dates de versement, bref, la consultation du CSE, s'il y en a un, pour faire le point sur l'intéressement ou contrôler, et également les cas de litige éventuels. Bref, un accord précis. Et d'ailleurs, nous, experts comptables, nous sommes extrêmement bien placés pour participer à la mise en place d'accords d'intéressement. Là, nous parlons de cela au niveau du CSE, mais pour les entreprises dont on est conseil, on peut très bien, bien sûr, recommander et participer à la conception d'un accord d'intéressement pour nos clients entreprises. Et dans les entreprises dans lesquelles nous avons des missions d'expertise pour le CSE, il faut bien qu'on ait en tête cette idée que si la participation ne génère pas un montant motivant pour le personnel, parce que dans les groupes, il peut y avoir des remontées de résultats dans d'autres structures. Enfin, je vais faire simple par rapport à ça, puisque les politiques des entreprises, quelquefois, font remonter des résultats dans tel ou tel pays à la fiscalité avantageuse, et quelquefois, ou dans les groupes même français d'ailleurs, où on peut pomper dans les filiales des frais de recherche dans toutes les filiales, alors que toutes n'ont pas forcément des résultats liés à la recherche. Mais l'accord de participation dont a parlé Gérard Lejeune tout à l'heure, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, mais il peut y avoir un accord dérogatoire qui s'inscrit sur une formule dérogatoire, non pas celle de la formule légale, mais sur une formule autre qui a été mise en place. Mais si la formule ne génère rien, justement, l'intéressement est là pour corriger cela avec des indicateurs spécifiques que l'on doit mettre en place pour générer justement une plus grande motivation des salariés. On va passer au slide suivant pour
rappeler le rôle de l'expert comptable. Dans ce cas-là, l'expert comptable du CSE, 4 tâches particulières. C'est d'informer les membres du CSE des règles en vigueur quant au contenu de l'accord, car souvent, ils sont mal informés ou ils ont lu des choses. Et bref, notre rôle, c'est un rôle d'information. Deuxièmement, notre rôle peut être un rôle de conseil sur le choix des critères et indicateurs à négocier, et avec ces indicateurs qui paraissent cohérents par rapport à l'entreprise, son activité, son organisation, sa place dans un groupe éventuellement. Nous pouvons aussi effectuer en amont des simulations pour voir ce que cet intéressement pourrait produire. Car le pire, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intéressement ne produise rien. Et enfin, de procéder à des phases de contrôle, de calcul de l'intéressement, on peut faire aussi pour la participation. C'est un point important. Donc c'est vraiment un rôle de conseil, d'accompagnant que nous avons là à assumer. Et pour précéder vos questions, que vous pouvez, je rappelle, poser en cliquant sur questions sur l'écran que vous avez à droite, on peut passer au slide suivant. Nous nous sommes posés nous-mêmes quelques questions. Tu peux passer le slide suivant, mon ami Gérard, si tu m'entends. Voilà. On s'est fait quelques questions. Sur quels critères peut être basé l'intéressement? Les critères seront variables sur les entreprises et donc ils peuvent être quantitatifs, qualitatifs, peut-être par rapport à un volume produit. Si on dépasse tel volume, il peut y avoir un intéressement, il peut y avoir par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à des kilométrages parcourus, à un nombre de livraisons, bref, les éléments peuvent être quantitatifs, qualitatifs. Il faut savoir qu'il y a un plafonnement. On ne peut pas accorder comme intéressement plus de 20% des salaires bruts, globalement, et au niveau individuel, ça ne peut pas dépasser 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. C'est un double plafond. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a des avantages fiscaux sociaux, donc il y a un plafonnement, et que le salaire de base, le salaire fixe, est quand même un élément important, car il permet aux salariés d'être un peu assurés d'avoir un revenu, de pouvoir faire face à ses dépenses courantes, voire à rembourser ses charges ou échéances d'emprunt. Comment répartir la participation? 3 possibilités légalement prévues. C'est ou égalitaire, voilà, on utilise par le nombre de salariés, ou bien c'est proportionnel au salaire ou au temps de présence, voilà, parce qu'on peut avoir les deux, ou bien on peut faire du mixte. La créativité est alors le droit du jour. Et les fonds, comment peuvent-ils être perçus par les salariés? Il y a aussi 3 possibilités. Ou bien ils sont versés immédiatement, ou bien ils sont transférés sur un plan d'épargne, qui peut être un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne groupe ou un plan d'épargne inter-entreprise, qu'on a appelé PEE pour l'entreprise, PEG pour groupe ou PEI pour un plan d'épargne inter-entreprise, ou bien versés sur un compte épargne-temps. Alors bien sûr, la période actuelle incite à avoir des revenus en période de crise, donc la loi du 20 août 22 qui s'intéressait au pouvoir d'achat a prévu de débloquer, de manière exceptionnelle, l'épargne salariale, aussi bien participation et intéressement, avant fin décembre 22, donc maintenant, à hauteur de 10 000 € maximum par salarié. Cette participation a des avantages, présente des avantages pour l'entreprise et pour le salarié. Pour l'entreprise, l'exonérer de cotisations sociales et de taxes, sur salaire, formation, sur tout eux, ce qui est quand même intéressant. Et pour le salarié, elle est aussi exonérée de cotisations sociales, hormis CSG, CRDS, et même d'impôt sur le revenu, si on a réinvesti l'argent sur un plan d'épargne salariale, avec des plafonnements, au maximum 3/4 du plafond annuel de Sécu, soit 30 000 € en 2022, ce qui est pas mal. Donc, les avantages peuvent être assez motivants. Voilà ce qui nous paraissait devoir être rappelé comme élément sur l'intéressement. Et maintenant, notre confrère et ami Gérard Lejeune va nous parler de
l'épargne salariale. Merci Jean-Luc. Alors oui, sur l'intéressement, effectivement, et pour compléter l'exposé de Jean-Luc, On ne te voit pas, Gérard. Voilà, nous avons. On ne te voit pas. Ah, alors attendez. Voilà, c'est bon. L'intéressement, bon, l'accord d'intéressement, et là, c'est là où le conseil de l'expert comptable peut être tout à fait utile. Hein, les salariés doivent pouvoir faire un lien entre leur activité et les résultats de l'intéressement. Si les critères de l'intéressement sont trop complexes, basés sur des indicateurs, j'en vois parfois financiers, empruntés au vocabulaire comptable anglo-saxon, et les l'EBITDA, et les l'EBITDAR, et les l'EBITDARM, M pour management, etc. Bon, les salariés n'y comprennent rien, et effectivement, on est vraiment à côté de la plaque. Et on peut noter aujourd'hui, et on peut le voir dans la pratique, des accords d'intéressement qui intègrent la nouvelle responsabilité du CSE sur les questions environnementales. Depuis la loi d'août de 2021, l'an passé, le dialogue social est entré effectivement sur la question environnementale au sein des entreprises. Voilà, et on voit des accords d'intéressement où la gestion des déchets, les consommations énergétiques, l'analyse même des émissions de gaz à effet de serre, etc., est prise en compte. Voilà. D'où l'importance d'ailleurs de la certification demain de ces données, effectivement, aujourd'hui obligatoire dans les grandes entreprises de plus de 500 salariés, mais le seuil, effectivement, va descendre à 250 et peut-être plus bas à terme. Bon, pour qu'effectivement, il y ait un lien entre l'activité des salariés, l'impact de leur activité sur, effectivement, l'environnement ou la qualité de la prestation. J'ai à l'esprit un accord d'intéressement dans un établissement de santé où sont prises en compte, effectivement, les questionnaires d'évaluation des patients à la suite de leur intervention pour des questions de santé, intervention chirurgicale, etc., dans un établissement de santé. Alors, comme l'a dit Jean-Luc, l'intéressement peut être effectivement placé sur des différents plans d'épargne. Alors, ces mécanismes d'épargne salariale vont concerner à la fois effectivement les fonds issus de la participation et de l'intéressement, qui peuvent être améliorés en plus par des abondements de l'entreprise. Alors, ces sommes sont effectivement bloquées pour effectivement constituer une épargne à moyen terme, mais la loi a prévu de nombreux cas de déblocage, comme vous le savez certainement, pour un certain nombre d'événements familiaux, des drames, des décès, la naissance d'un troisième enfant, l'achat d'une résidence principale, etc. Alors, si les fonds sont bloqués sur des plans d'épargne entreprise, il y a effectivement en contrepartie les exonérations fiscales et sociales dont nous avons parlé. Voilà, et ces plans d'épargne concernent effectivement tous les employeurs du droit privé, les salariés et certains dirigeants d'ailleurs d'entreprises individuelles et leurs conjoints qui peuvent également en bénéficier dans le monde des TPE. Alors, il y a plusieurs formules de plans d'épargne salariale. Les plans d'épargne entreprise ou inter-entreprise, gérés par des établissements financiers, qui ont été complétés par des plans d'épargne pour la retraite collectifs ou des plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs, les PERCO ou les PERCO, voilà, qui permettent effectivement de constituer une épargne longue pour préparer l'échéance de la retraite et la baisse des revenus qui souvent l'accompagne. Question au cœur de l'actualité sociale, comme chacun le sait. Alors, ces mécanismes de placement de l'épargne salariale peuvent être mis en place au sein d'une entreprise. Mais effectivement, les représentants du personnel souvent vont juger que cette épargne
Bon, si elle reste dans l'entreprise, bon, ça peut constituer un risque, effectivement. Donc, les entreprises préfèrent externaliser cette épargne au niveau d'un PE, alors, géré par un établissement financier, au sein d'un groupe d'entreprises. On parle de plan d'épargne groupe, voilà, ou d'un plan d'épargne inter-entreprise, effectivement, qui fonctionnent, eux, comme le PE. Le PEG et le PEI fonctionnent juridiquement comme le plan d'épargne entreprise. Alors, ces mécanismes, effectivement, sont ouverts à tous les salariés. Hein. Bon, il peut y avoir une condition d'ancienneté. Leur mise en place donc, est facultative, mais obligatoire quand il y a un accord de participation. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut avoir de la participation obligatoire sans accord. La contrepartie, c'est que la participation est bloquée sur une période plus longue de 5 années, de 8 années au lieu de 5. La mise en place du PE donc, est faite par décision concertée entre le chef d'entreprise et les salariés, effectivement. Il faut un accord entre le chef d'entreprise et les représentants du personnel, ou un accord au sein du CSE, ou quand il n'y a pas d'IRP, ce qui est parfois le cas dans certaines petites entreprises, une approbation par les 2/3 des salariés, dans le cadre également d'un accord de branche. Alors, les plans d'épargne pour la retraite collectif voilà, sont mis en place effectivement là aussi par un corps collectif ou par décision de l'employeur. Hein. Voilà, ils sont ouverts à tous les salariés. Ils peuvent aussi comporter une condition d'ancienneté. Et il existe effectivement des cas de déblocage. Et la loi pouvoir d'achat, elle a été critiquée un petit peu à ce titre parce qu'elle vide un peu, et la PPV dont Jean-Luc va nous parler également, elle vide de son intérêt ces mécanismes qui étaient au départ des mécanismes d'épargne à moyen et long terme au bénéfice des salariés. On peut aujourd'hui débloquer ces sommes, effectivement, par rapport aux problématiques de pouvoir d'achat et d'inflation. Voilà, donc cette loi, elle a aussi institué, et Jean-Luc va nous en parler, la fameuse prime de partage de la valeur issue de la loi d'août dernier. Merci. Effectivement, cette prime de partage de la valeur, bon, en tant qu'expert comptable, on était forcément intéressé par ces textes pour les communiquer, les commenter, les faire appliquer par nos clients entreprises, mais également auprès des CSE qui peuvent être des clients des experts comptables. Cette loi, donc, sur le partage de la valeur, comme vous en parlez, est entrée en vigueur mi-août, 18 août, et constituée des mesures, fait partie des mesures pensées, conçues pour améliorer le pouvoir d'achat. Alors, on avait parlé en 2022, pendant cette 2022, de la hausse du prix des carburants. On a vu qu'il y avait des sociétés qui avaient fait des maxi-profits, entre guillemets, et que les salariés ne retrouvaient pas sur fiche de paye des hausses de salaire correspondantes. Tout le monde n'était pas d'ailleurs dans le monde de l'énergie pour en bénéficier, mais globalement, on a vu comme des hausses assez considérables du coût de certaines matières premières, la hausse du prix des pâtes, du riz, enfin de beaucoup de produits, je ne sais pas, de première nécessité, avec des taux qui dépassaient quelquefois 20%. Et donc le problème de pouvoir d'achat se posait aux dirigeants de ce pays. Fallait-il réglementer une hausse des salaires, sachant que l'entreprise privée allait forcément réagir différemment. L'État est employeur, il peut s'occuper des fonctionnaires, mais pour le privé, c'est plus compliqué. Bref, donc, l'idée, au-delà des mécanismes d'autorégulation et d'augmentation du SMIC, qui seraient prévus légalement, même s'il peut y avoir un coup de pouce éventuellement, pour les salaires, ce sont les accords d'entreprise qui font foi, et aux accords de branche, bien sûr. Mais là, il était envisagé une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Voilà.
pour aider dans ces périodes un peu compliquées où les salaires les plus faibles ont eu de grosses difficultés, et ont toujours de grosses difficultés d'ailleurs, à faire face aux dépenses du quotidien. La question, c'est que on a déjà eu le cas l'année dernière et d'avant avec ce qu'on appelle la prime Macron, mais là on a essayé de, enfin on a, parce que je ne suis pas dans l'affaire, mais l'État, le législateur a cherché à pérenniser cette prime qui était pour l'instant exceptionnelle. Chaque année, on dit on fait un petit truc pour la fin d'année. Bon. Alors cette prime qui est mise en place par accord d'entreprise, par groupe, accord de groupe, ou bien par décision unilatérale, s'il y a ou suivant qu'il y a ou il n'y a pas de CSE d'entreprise, l'employeur peut très bien décider tout seul d'attribuer à ses salariés une prime qui décidera tout seul. Généralement, il n'y a pas beaucoup de refus des salariés d'avoir des primes, même si certains peuvent considérer que c'est injuste, c'est insuffisant, tout ce que l'on veut, mais une entreprise même petite, même qui a 5 salariés, qui n'a pas de structure qui représente le personnel, même dans une entreprise toute petite, le dirigeant peut très bien décider de mettre en place cette prime. Alors certains pourront se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne monte pas plutôt les salaires? La question, c'est toujours que l'on critique le poids des cotisations sociales. Et en fait, là, ce sont des compléments, ces primes, comme la prime Macron, qui peut échapper en tout ou partie aux cotisations sociales ou à l'impôt. On va y revenir dans quelques instants. Donc, tout ça pour dire que l'accord ou même la décision unilatérale peut prévoir le montant de la prime, quel montant, qui peut en bénéficier, sachant qu'il peut y avoir des modulations en fonction de l'ancienneté, en fonction de la durée de présence pendant l'année, en fonction de la catégorie, en fonction du niveau de salaire, bref. Il peut y avoir plusieurs possibilités, mais pas n'importe quoi non plus. Ces modalités sont prévues dans la loi. On ne peut pas dire on donne qu'à telle ou telle personne parce que on les préfère. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir, il y a bien sûr prévu un montant maximal qui peut être exonéré de cotisation, sachant que le montant peut être supérieur. Ce que la loi a prévu, c'est le montant maximal d'exonération de 3 000 € par an et par salarié. Et ce montant maximal peut être porté à 6 000 € s'il y a dans l'entreprise un accord d'intéressement ou de participation qui est conclu ou en voie d'être conclu. Les exonérations fiscales et sociales sont applicables depuis le 1er juillet 2022, sachant que le versement peut se faire en plusieurs fois. Ça peut être trimestriel ou ça peut être en une fois, ça peut être en 2 fois, semestriel, bref, ça peut être programmé. Donc, c'est un élément qui peut être intéressant comme élément de motivation complémentaire. Les esprits chagrins diront oui, c'est pas beaucoup, 3 000 €. Ces 3 000 €, je répète, d'exonération. Il peut y avoir plus et il peut y avoir moins. En tant qu'expert comptable, conseil d'entreprise ou de CSE, nous pouvons mettre en avant les avantages pour l'entreprise d'exonération et aussi les avantages en termes de motivation. Mais bien sûr, certains diront c'est un coût supplémentaire. Oui, c'est un coût supplémentaire. Mais on sait bien que les entreprises qui sont au plan mondial les plus performantes sont les entreprises dans lesquelles les salariés sont satisfaits d'aller travailler tous les jours, participant à un projet commun, trouvant leur place et étant rémunérés correctement. Celui qui va travailler tous les jours la boule au ventre, avec une démotivation, va être souvent peu performant et l'entreprise va y perdre beaucoup. Donc le problème de la motivation des salariés, il n'y a pas que l'argent, mais il y a les comportements, il y a les promotions, il y a la considération, il y a l'intérêt du travail, bien entendu, mais quand même, celui qui a du mal à boucler sa fin de mois, c'est quand même un vrai souci, un vrai souci. Donc tous ces éléments complémentaires, nous devons bien sûr les comprendre, les intégrer dans nos connaissances et les
restituer en termes de conseils de motivation pour les CSE et pour les entreprises, et rappeler que cet accord doit, après, même si c'est une décision qui est unilatérale, l'employeur seul décide, il faut bien sûr prévoir un certain nombre de choses. Qui peut en bénéficier et quel montant? Montant de la prime, les bénéficiaires, les critères éventuellement, les niveaux de classification, d'ancienneté, durée de présence, etc. Je rappelle que l'accord aux décisions unilatérales ne serait pas valable si on prenait des critères autres. Si on disait par exemple, on va attribuer une prime uniquement aux services logistiques. Il n'est pas prévu dans les critères de donner un service. Les bénéficiaires, c'est tous les salariés, avec des modulations possibles, parce que un salarié qui a un salaire mensuel de 10 000 euros, peut-être n'aura pas besoin d'avoir le même niveau de prime que celui qui n'en a que 2 000. Voilà. Donc généralement, il a été mis en place, nous on a conseillé à nos clients et à nous-mêmes au cabinet d'ailleurs, de mettre des primes inversement proportionnelles au niveau du salaire. Les plus hauts salaires ayant des primes assez faiblardes, plus faibles, et les plus petits salaires des montants plus importants. Je rappelle l'exonération, 3 000 euros par an et par salarié, et 6 000 euros s'il y a un accord d'intéressement ou de participation signé ou en cours de négociation pour être conclu avant la fin de l'année. C'est des points qu'il faut avoir en mémoire. Et nous allons voir tout de suite que ces éléments-là sociaux de conseil qu'on peut donner à une entreprise cliente en tant qu'expert comptable ou bien à un CSE est en lien direct avec la mission que nous pouvons assurer pour les CSE lors de la consultation annuelle qu'ils ont sur la politique sociale. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que tout le monde le sait, qu'il y a 3 grandes consultations annuelles par l'employeur de son CSE, une sur la situation économique et financière de l'entreprise, une sur la politique sociale de l'entreprise et une sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Pour ces consultations, l'employeur va donner au CSE un certain nombre d'informations et va consulter le CSE sur ces 3 situations ou politiques, orientations. Et le CSE aura un avis à donner. Il est consulté. Alors certains peuvent dire oui, ça ne sert à rien, il fait ce qu'il veut, mais je pense que tous ceux qui répondent comme ça ne sont pas dans la construction d'un dialogue social, parce que lorsqu'on vous demande votre avis et que vous ne le donnez pas en disant ça ne sert à rien, on n'avance pas. C'est comme ceux qui disent oui, le taux de ceux qui vont voter a baissé de manière importante depuis quelques années. Pourquoi faut-il faire voter les citoyens? Ça coûte très très cher. Peut-être qu'on pourrait réserver ça uniquement aux grands électeurs. Je veux dire que, et c'est comme ça qu'on se dirige peu à peu vers des dictatures. Moi, je crois qu'il est très important que lorsqu'on a le droit de donner un avis, qu'on l'exprime. Alors certains sont toujours contre, et c'est un peu dommage. Et, on peut être contre, bien sûr, mais il faut peut-être justifier pourquoi on est contre. Et quand on a la chance d'être dans un pays comme la France, une vraie démocratie, à mon avis, avec la consultation, il faut utiliser tous les leviers possibles pour s'exprimer. Et donc, il faut faire un effort pour comprendre. Et le CSE n'a pas toujours l'expérience, la compétence, la formation pour comprendre ce que va lui proposer l'employeur dans ses consultations. Et c'est la raison pour laquelle, depuis déjà plus de 70 ans, les CE et maintenant les CSE peuvent se faire accompagner, peuvent se faire conseiller par un professionnel expert comptable pour ces consultations-là. Mission passionnante, parce que vraiment, on apporte quelque chose dans le dialogue social, mais au-delà de ça, passionnant aussi pour nos équipes, nos collaborateurs, car vraiment, c'est extrêmement intéressant que de pouvoir s'intéresser à ces aspects qui changent, bien entendu, de la réalité des comptes que l'on fait souvent pour les entreprises. Là, nous sommes vraiment dans le dialogue social. Nous mettons au service des salariés, à travers le CSE, notre expérience, notre compétence, pour
analyser des éléments financiers, sociaux, économiques, stratégiques. Bien sûr, ça veut dire aussi que on travaille et qu'on performe et qu'on se forme si on n'a pas l'expérience en la matière. On va peut-être faire passer le premier slide, mon ami Gérard, puisque c'est toi qui as la main, sur le lien avec la politique sociale de l'entreprise et notre accompagnement du CSE en tant qu'expert comptable. Je rappelle que, je dis, l'expert comptable peut accompagner le CSE dans ce cadre-là. Et je rappelle aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que tout le monde le sait ici, que cette mission que le CSE peut confier à un expert comptable de son choix est financée par l'entreprise à 100%. L'idée n'est pas que le CE soit bridé dans son droit à l'information. Et donc, après ça, c'est des missions réglementées. Et nous avons des normes pour cela. Je vous invite à consulter le site du Conseil national, où nous avons même une aide de mission type que nous recommandons. Voilà. Cette consultation de l'entreprise, donc c'est un échange entre le CSE et l'employeur sur différents critères, différents aspects qui forment la politique sociale de l'entreprise, à savoir l'évolution de l'emploi, les qualifications, la politique de formation, les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle hommes-femmes, etc., etc. C'est vraiment, pour ceux qui se rappellent du bilan social, enfin, c'est beaucoup d'éléments à tirer du bilan social, mais le bilan social était obligatoire aux entreprises de plus de 300 salariés. Là, c'est pour toutes les entreprises qui ont un CSE où il y a cette consultation. Ça veut dire que vraiment on travaille dans ces consultations sur l'évolution des rémunérations et du travail, les promotions, les mutations, les conditions, l'égalité homme-femme, etc. Et dans cette consultation, il est important d'avoir une démarche d'analyse prospective, puisque on part du passé, mais on s'interroge sur l'évolution de questions sociales à venir, en fonction de l'évolution de l'entreprise, dans son groupe, sur le marché, sur sa concurrence. Et les enjeux, c'est de faire exprimer par l'entreprise, par la direction, ses intentions en matière sociale. Les recrutements, les évolutions, le recours à la sous-traitance, le recours à l'intérim, le télétravail, enfin bref, c'est vraiment une consultation extrêmement importante et intéressante. Je dirais même qu'aujourd'hui, parmi les 3 consultations du CSE, pour lesquelles d'ailleurs il peut demander à un expert comptable de l'accompagner, c'est peut-être la consultation qui prend le plus d'importance. On pourrait se dire, nous, experts comptables, que c'est fondamental, c'est la stratégie, et c'est les chiffres, la situation financière, mais pour les salariés, la politique sociale, c'est l'élément clé, c'est leur rémunération, leurs conditions de travail. Donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Et moi, je peux vous dire, parce que dans cette expérience, et mon ami Gérard Lejeune, là aussi, dans notre cabinet où nous faisons pas mal de missions de ce type-là, nous avons fait développer par des collaborateurs des outils d'analyse, des rémunérations, pour en tirer des conclusions et des conseils et des recommandations, sachant que notre mission d'expert comptable du CSE n'est pas une mission de copain du CSE, on va faire un rapport pour faire plaisir en écrivant ce que certains souhaitent qu'on écrive, mais c'est un rapport d'expertise comptable où nous devons mesurer chacun des mots, parce que, bien sûr, la direction ou le CSE pourrait nous poursuivre si ce qu'on écrit n'est pas juste. Donc, c'est un travail d'expertise. Ce n'est pas un travail de militantisme. Hein. On peut avoir une opinion, mais là, on est expert comptable. Ce qu'on écrit doit être fondé, justifié, appuyé sur des données concrètes. Et dans ces enjeux, on rappelle ici qu'il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, qui concernent l'emploi, la politique sociale, les conditions de travail, et que c'est vraiment un débat extrêmement intéressant pour chercher à améliorer le dialogue social dans l'entreprise, pour chercher à améliorer la politique sociale dans l'entreprise, sachant que, moi c'est ma conviction, les salariés bien dans leur basket, dans l'entreprise, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour les salariés, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc, ces consultations portent sur différents critères qu'on a listés ici, hein,
l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, point très important. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la formation n'est pas une charge, mais un investissement sur l'avenir pour les salariés. Point très important. Action de prévention, les accueils en stage, les conditions de travail, bref, tous ces éléments-là constituent la politique sociale de l'entreprise et nous pouvons, nous, faire, c'est le slide suivant, un diagnostic des rémunérations notamment, qui est extrêmement intéressant. C'est le slide suivant, Gérard. Merci. Voilà. On peut faire un diagnostic dans cette mission-là des rémunérations, qui est extrêmement intéressant car c'est un révélateur, de mon point de vue, de la politique sociale de l'entreprise. Quand on analyse la politique de rémunération, est-ce qu'il y a une vraie politique de rémunération? Est-ce que l'approche de la promotion, de la motivation est prise en compte? Quand on analyse la masse salariale, et on rappelle là rapidement ce que c'est que l'effet Noria pour ceux qui ne le sauraient pas, et on a mis un renvoi en bas qui est la variation de la masse salariale causée par la variation de l'ancienneté des salariés, puisqu'il y a vieillissement, il y en a qui partent, il y en a qui sont remplacés. Souvent, les plus jeunes qui arrivent, qui ont moins d'expérience, sont payés moins cher que ceux qui partent, qui sont expérimentés. Donc, il faut voir comment ça joue. L'élément clé, c'est de ne pas perdre la compétence et l'expérience des salariés. Donc, d'où l'approche prévisionnelle intéressante, parce qu'il y a des postes qui sont des postes uniques, et il serait dommage que ceux qui partent en retraite, par exemple, n'aient pas pu transmettre leur savoir. Bref, analyse des salaires, écart type, salaire médian, tout ce qui est lié à la rémunération et au type de prime rentre dans ce diagnostic que nous allons faire, qui était extrêmement important parce que c'est le quotidien des salariés, que leur rémunération et leur motivation. Enfin, je vais passer au slide suivant pour parler de notre rôle d'expert comptable. Notre rôle d'expert comptable, c'est d'accompagner les élus là-dessus. Et on a indiqué en haut de ce slide recours à l'expertise et accompagnement sur mesure. Effectivement, là, on n'est pas dans le prêt-à-porter, on est vraiment sur mesure. Dans nos missions d'expertise comptable pour les CSE, le premier point, c'est l'écoute. L'écoute des élus, de leurs préoccupations, de leur niveau d'expérience pour pouvoir ajuster ce que nous devons faire par rapport à leurs attentes. Il est important que notre mission, notre réponse réponde à leurs attentes. Donc il faut bien que l'on comprenne bien leurs attentes. L'entreprise, quelquefois on nous dit tout et n'importe quoi. On peut nous dire que l'employeur ne communique pas, ne veut pas nous dire, on est maltraité, il y a des inégalités terribles entre les hommes et les femmes, il y a des promotions qui ne sont pas forcément justifiées, tout ce que l'on veut. Bref, nous écoutons et on dit toujours aux élus des CSE, vous pouvez tout nous dire, on est à votre écoute, on est votre conseil, on est comme une éponge, on prend tout ce qu'ils nous disent, des informations, même des documents, entre guillemets, qui nous communiquent quelquefois, qui sont peut-être un peu personnels. On prend. S'ils veulent nous dire, on prend. Et à nous, derrière, à réfléchir et à assumer notre mission d'expertise. C'est une véritable expertise. Donc, ce que l'on a à faire comme expert comptable, accompagnant le CSE pour ses missions liées à la politique sociale d'entreprise, c'est, on a listé ici, et je vais rapidement les citer. Un, c'est comprendre et mettre en débat la politique sociale de l'entreprise. Voilà. D'où non seulement des documents, mais également des entretiens. C'est évident que pour ce type de mission, si on n'a pas d'entretien avec le DRH de l'entreprise, c'est qu'on a loupé quelque chose. Si on n'a pas écouté les élus, on a loupé quelque chose. C'est le point de départ, d'essayer de comprendre. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut trouver que c'est bien ou pas bien. Et c'est tout l'intérêt de ces missions que nous assurons pour plusieurs CSE, c'est que notre expérience s'enrichit par la multiplicité des missions. Quand on assure plusieurs missions de ce type-là, dans des activités différentes aussi, on est, je dirais, une source peut-être d'éclairage pour pouvoir améliorer certains éléments de l'entreprise. Parce que ce qu'on va peut-être dire, ce n'est pas uniquement du constat, mais c'est du conseil, et du conseil qu'on a vu marcher ailleurs. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement attentif
à ce qui se passe dans les différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons, parce que nous pouvons quelquefois, sans être forcément les plus brillants, proposer des solutions qui marchent quelque part dans une entreprise où ça marche moins bien. On fait un peu de benchmark à travers nos expériences, à travers aussi ce qu'on lit dans la documentation. Hein. Deuxième point, c'est évaluer l'efficacité des politiques de prévention des risques professionnels. C'est un point extrêmement important. Travailler, c'est bien, mais on voit quelquefois des conditions de travail qui sont difficiles et porteuses de risques. Je pense à ceux qui font des transports et des livraisons qui sont payés à la rotation et qui vont très très vite, ou à ceux qui, quelquefois, dans le monde industriel, ne respectent pas les gestes qu'il convient pour gagner du temps, pour mieux produire, plus produire, alors que la prévention des risques professionnels est un point important. Heureusement, nous sommes dans un pays où nous avons fait depuis des années des efforts de prévention des risques professionnels. Il faut continuer à le faire et nous devons bien sûr voir les conséquences. S'il y a des accidents du travail, il faut qu'on les analyse. S'il y a des problèmes, il faut qu'on essaie de les comprendre. Et toujours pareil, nous sommes vecteurs de propositions, d'amélioration. Donc là aussi, les éléments clés d'entreprise, on sait bien qu'il y a quelquefois des hommes clés dans l'entreprise, voir ce qui se passe, des accords d'entreprise, l'égalité homme-femme ou femmes-hommes, comme vous voulez, c'est aussi un point important. Je lisais hier une étude disant que si on a fait un effort au niveau des conseils d'administration des grandes entreprises, au niveau de la féminisation, on est très très loin de cela dans les directions générales des grandes entreprises. Donc, l'égalité homme-femme, et c'est pas de la complaisance que d'en parler. Il est évident qu'un être humain, c'est un être humain, peu importe qu'il soit né homme ou femme. La compétence, c'est la compétence et les barrières doivent être absolument tombées. Enfin, et nous pouvons y contribuer en analysant justement l'évolution des promotions, l'évolution des rémunérations en termes d'égalité et la politique de salaire, ainsi que les critères de variabilité des salaires. Les entreprises dans lesquelles les variables sont des points très importants et qui, quelquefois, ne génèrent pas grand-chose, parce qu'elles sont sur des critères qui ne génèrent pas de plus. Il faut qu'on analyse pourquoi. Voilà. Donc, on a aussi apporté un avis, un point de vue sur la politique sociale de l'entreprise. On peut proposer des améliorations. C'est un point important. C'est là où nous pouvons contribuer à valoriser le rôle d'acteur social qu'est le CSE auprès de sa direction, mais aussi auprès des salariés, parce que s'il y a des directions qui pensent quelquefois que le CSE est un frein ou une contrainte, une obligation, etc., quelquefois les salariés le pensent aussi, parce que beaucoup d'élus de CSE, très impliqués dans leurs fonctions, qui bossent beaucoup, quelquefois bien au-delà des heures qui leur sont attribuées pour faire leur rôle. Ils passent beaucoup de temps, vraiment, ils sont très impliqués, quelquefois oublient de communiquer auprès des salariés sur ce qu'ils font, sur leurs résultats. Or, la communication devient très importante. Si aujourd'hui, vous voyez bien que sur les réseaux sociaux, quelquefois, il y en a qui communiquent à tout va, et même quelquefois, certains ne comprennent plus rien parce que n'importe qui peut s'exprimer comme un prix Nobel peut s'exprimer. Donc, la valorisation de l'information n'est pas aussi mise en évidence. Là, dans l'entreprise, nous pouvons aider le CSE à trouver sa place, sa respectabilité, son utilité, tant auprès de la direction qu'auprès des salariés. D'où, quelquefois, des besoins de formation pour eux, parce que négocier, ce n'est pas facile quand on n'a pas la même culture que les dirigeants d'entreprise. Et communiquer n'est pas non plus facile dans les entreprises dans lesquelles certains n'ont pas l'expérience. Or, c'est important que nous les aidions à travers ces missions à préparer les négociations sur la qualité de vie au travail, sur la politique salariale, etc. etc. Le rôle de l'expert comptable est vraiment, de mon point de vue, très riche. Et c'est une chance, je trouve, que de faire ce métier. Mon ami Gérard Lejeune, co-intervenant, et moi, le pratiquons depuis pas mal de semaines et d'années, je dirais presque de décades même. Mais je trouve que c'est un métier ou une profession où il y a
il y a une variété d'émissions potentielles extraordinaires. Et pour ces missions sociales, là, auprès des CSE, c'est extrêmement riche d'utilité et de reconnaissance. Souvent, on dit les médecins ont cet avantage d'avoir des patients qui sont très reconnaissants aux médecins parce qu'ils soulagent la douleur, ils les soignent, ils protègent, etc. Et nous, experts comptables, on est toujours dans les chiffres, mais nous avons des sources de reconnaissance de nos clients, de satisfaction, et ces missions-là en sont un exemple parfait. Moi, je peux vous dire que je suis passionné par ce que nous faisons, et je ne suis pas le seul. Au niveau du Conseil régional de l'Ordre, le comité des experts des CSE est dans la même mouvance. Nous faisons ce métier avec passion, et la compétence technique, l'enrichissement de nos missions profite à nos clients. Et pour nos collaborateurs, c'est extrêmement important que d'assumer cette dynamique et cette motivation, parce que on aime nos clients, ça va de soi, et qu'on est là pour donner le meilleur, parce qu'on participe, de mon point de vue, à une tâche qui nous dépasse, c'est favoriser dans l'entreprise le dialogue social. Dans une période où, dans cette société où le dialogue est quelquefois mis à mal, contribuer à rétablir le dialogue social dans l'entreprise, éviter des conflits par l'anticipation, par un dialogue de qualité sérieux, c'est une tâche passionnante. Je vais passer la parole plutôt, à mon ami Gérald Lejeune pour parler du dernier point qui est une mouvance actuelle importante, qui est l'actionnariat salarié. Alors, dernier point que nous souhaitions aborder, bon, c'est l'actionnariat salarié. On a vu tout au long de cet exposé, d'une heure et quart, hein, l'importance de la fonction de conseil que nous avons auprès des représentants du personnel. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Luc, hein, j'avais un ami qui était magistrat à la Cour de cassation et qui disait que la profession la plus utile à l'économie, c'est la profession d'expert comptable. En fait, tant auprès de conseils des entreprises sur le plan technique que ce que nous venons d'évoquer dans notre rôle de facilitateur du dialogue social, nous avons effectivement une fonction d'accompagnement essentielle pour effectivement améliorer la performance sociale des entreprises au bénéfice, encore une fois, de la communauté humaine qui s'y implique. Alors Jean-Luc l'a dit, les élus exercent un métier très difficile parce que ils n'ont pas forcément la formation nécessaire, les syndicats s'y emploient parfois, mais nous savons que dans le tissu économique et dans la plupart des petites et moyennes structures, les CSE sont des CSE de deuxième tour, non syndiqués, d'où l'importance de la formation et du rôle pédagogique que nous pouvons avoir vis-à-vis de cette formation des élus à une époque où la pression sur ces élus s'est accrue avec la mise en place du CSE. Il y a eu donc une structure de réflexion, de bilan des ordonnances Macron et des CSE. Bon, les élus se retrouvent aujourd'hui avec moins de moyens, moins de temps, moins de possibilités et la pression sur eux s'accroît. Et je vois dans certaines entreprises des élus qui en arrivent parfois au burn-out parce qu'ils sont pris effectivement entre la direction, les salariés qui mettent la pression sur eux. Donc, ils exercent un métier très difficile et nous pouvons leur faciliter la tâche. Alors, dernier point technique que nous voulions évoquer avant que nous abordions les questions, c'est la question de l'actionnariat salarié. Alors, au fil effectivement des décennies passées ou même du siècle passé, de nombreux dispositifs se sont mis en place pour faire émerger une nouvelle forme de possession des entreprises. J'entendais ce matin à la radio des économistes et des chercheurs qui vont présenter ce soir une émission sur la propriété, sur Arte. Voilà, c'est la promotion de leur recherche, leur film de ce soir. À qui appartient l'entreprise? C'est la question centrale.
face effectivement au capitalisme, à son développement, à la conflictualité sociale du 19e siècle, nous savons que des exemples d'actionnariat salarié sont nés à travers les coopératives au tournant du 19e et du 20e siècle. Bon. Une loi de 1917 avait créé un dispositif juridique particulier et original qui existe toujours, la SAPO, la Société anonyme à participation ouvrière, où il y avait des actions de capital et des actions de travail. Bon, les salariés n'ayant pas les moyens d'accéder au capital pouvaient bénéficier, en détenant à travers une coopérative de main-d'œuvre, des actions de travail leur permettant d'avoir un accès à une part des bénéfices. Alors, la loi est intervenue pour effectivement favoriser dans les entreprises classiques les cessions d'actions réservées aux salariés à travers les bons de souscription d'achat d'actions, les parts de créateurs d'entreprises, un certain nombre de dispositifs pour que les salariés puissent acquérir des actions à un taux favorable. On a les stock options, souvent réservés aux dirigeants, donc voilà, et qui crée parfois une confusion entre la fonction actionnariale de ces dirigeants, seuls actionnaires de ces entreprises, et leur fonction de manager de ces entreprises. Bon, on a des plans d'achat d'actions. Alors, les entreprises américaines ont développé ces systèmes. Les dirigeants bénéficient des RSU, Retrieved Stock Unit, et on a des purchase plans pour les dispositifs d'achat d'actions par l'ensemble des salariés à des prix préférentiels. Nous avons des dispositifs d'attribution d'actions gratuites. Voilà, tout cela permet effectivement aux salariés de devenir progressivement actionnaires de certaines entreprises, et certaines grandes entreprises utilisent, puisqu'on a des grandes entreprises du CAC 40 où les actionnaires salariés regroupés dans des associations de salariés actionnaires représentent une fraction significative, 10-15%, parfois plus, du capital, ce qui va protéger aussi ces entreprises contre des OPA hostiles. Et dans ces dispositifs, nous avons aussi un rôle de conseil pour mettre en œuvre ces mécanismes d'actionnariat salarié à des prix préférentiels ou attribuer gratuitement des actions, et aussi dans certains cas liés au mécanisme de cession et de transmission des entreprises. Là, on est dans le rôle de l'expert comptable sur les orientations stratégiques. Bon, comment l'entreprise va-t-elle être transmise? Qui détient son capital? Quels profits vont faire les actionnaires à l'occasion de cette cession? Et quelle part du profit, lors des plus-values de cession d'entreprise, vont être effectivement restituées aux salariés? La loi Pacte, d'ailleurs, a ouvert quelques dispositifs timides permettant effectivement pour les startups d'associer les salariés et de leur permettre de bénéficier des plus-values éventuelles lorsque ces entreprises sont rachetées par des sociétés plus importantes. Voilà, donc on est au cœur effectivement de la détention des entreprises et de ces notions effectivement de propriété et d'évolution au sein de notre société. Alors, dernier point, effectivement, c'est la question du dividende du travail. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Là, nous avons repris avec Jean-Luc une intervention récente de Pascal Canfin, député européen, dans une interview il y a quelques jours, voilà, qui nous indique qu'il y a une volonté politique, jusqu'où ça ira, de mettre en place un dividende du travail. Et ce dividende du travail existe. Il y a une loi de 2008 qui avait permis effectivement de mettre en place de manière volontaire, lorsque l'entreprise fait un bénéfice important, l'Assemblée générale qui va délibérer sur l'affectation de ce bénéfice peut attribuer un dividende à l'ensemble des salariés en supplément des mécanismes d'épargne salariale que l'on a vu. Mais là, l'idée serait de faire rentrer dans la loi, effectivement, dès 2023, dès qu'une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, elle doit avoir ce qu'on appelle un dividende salarié et verser un équivalent dividende à ses salariés sous forme, effectivement, d'une prime complémentaire, etc. Alors, tout cela va faire l'objet de négociations entre les partenaires sociaux,
les négociations qui devraient se poursuivre début 2023, effectivement. Pour l'instant, les grandes organisations syndicales et patronales, effectivement, le président du MEDEF s'est opposé à ce dispositif en disant mais laissez-nous libres, etc. Pas de dispositif obligatoire. Voilà, on est au cœur, effectivement, encore une fois, de la répartition des profits au sein des entreprises. Voilà, on a terminé, on est à peu près dans les temps, hein, notre exposé. On voulait laisser avec Jean-Luc un petit moment, effectivement, pour d'éventuelles questions. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas. J'en vois une déjà qui apparaît. C'est quelles sont les sources fiables, data, base de données, pour analyser les salaires, la masse salariale d'une entreprise, les salaires d'une entreprise versus les sociétés comparables afin de qualifier la politique sociale d'entreprise dans son secteur. C'est une question qui a été posée par l'un d'entre vous. Voilà. Tu y réponds, Gérard, ou je réponds, enfin, peu importe. Alors, oui, c'est une question difficile. Hein. C'est-à-dire que, comme Jean-Luc l'a expliqué, bon, les experts comptables qui s'intéressent à ces questions ont mis en place des outils d'analyse à travers effectivement les DSN. On accède aux fichiers des rémunérations, on peut faire des analyses par décile, par quartile, mesurer les hiérarchies de salaire, etc. Le problème, c'est la comparaison effectivement avec des entreprises du même secteur. Et là, c'est très difficile d'avoir, enfin à ma connaissance, hein, limité, un accès à l'information sur les rémunérations des autres entreprises. Bien sûr, l'INSEE va nous donner effectivement des informations statistiques sur la répartition de la valeur ajoutée, son évolution dans le temps, par secteur, etc. Mais avoir des analyses, des données fines sur les rémunérations d'entreprises du même secteur, bon, c'est extrêmement difficile. Et même au sein des fédérations syndicales, hein, là, on est en train de faire une étude sur une entreprise qui est un grand courtier en assurance. Bon, à l'occasion de la politique sociale, les élus, dans les focus qu'ils demandent à l'expert comptable, aimeraient bien avoir des informations comparatives sur la politique de rémunération dans d'autres courtiers concurrents. Voilà. Mais effectivement, ces informations sont difficilement accessibles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Luc. Hein. Oui, alors, bien sûr, alors, les pistes pour trouver des réponses, d'abord, il y a des études qui sont faites quelquefois, mais les réponses en matière de salaire sont toujours délicates parce qu'en France, c'est un peu tabou que de parler des rémunérations. Mais néanmoins, certaines fédérations syndicales, salariés, mais employeurs aussi, quelquefois, font des études parce que leurs adhérents leur demandent des conseils. Or, quelquefois, certains font des analyses, des études. Enfin, bien sûr, beaucoup de, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, mais pour voir un peu les fourchettes de qualification, de promotion, les taux de formation dépensés dans telle ou telle branche d'activité. Alors, c'est pas, bien sûr que c'est pas toujours évident, mais il y a un point important aussi à voir, c'est dans une entreprise, c'est l'aspect aussi évolutif chez elle. Parce que, bien sûr que, je prends l'exemple simple, nous, on a eu à travailler pour cet aspect-là dans un groupe européen de grande dimension, où il y avait des salariés dans différents pays européens. Et certains disaient, oui, mais c'est pas normal, dans tel pays, on est moins payé que dans tel autre pays. Et donc, l'analyse comparative dans un même groupe des salaires bruts des uns et des autres donnait des écarts conséquents. Mais l'analyse nous a montré aussi que suivant les pays, au-delà du salaire, il y a des différences importantes en matière d'assurance maladie, de mutuelle, de retraite, de droit à formation, de durée du travail quelquefois, ainsi de suite. Donc, il faut intégrer beaucoup de paramètres, la fiscalité aussi. Donc, c'est très délicat de comparer des salaires, parce que ça peut générer beaucoup quelquefois de révoltes mal fondées. Donc,
il faut être très prudent par rapport à ça, mais dans une entreprise, lorsqu'on fait des analyses comparatives au fil du temps, assez fines, on voit des choses. Et puis, au-delà du salaire, il y a tout ce qui est autour du salaire. Les entreprises dans lesquelles vous avez des contributions à la crèche pour les mamans qui viennent d'avoir un bébé. Il y en a qui ont des congés maternité plus importants. Il y en a qui ont des aides diverses et variées, même que des conciergeries d'entreprise. Dans les hôpitaux, par exemple, on n'est pas dans le privé, dans le public, mais je vois des mamans qui, le matin, viennent avec leur enfant qui déposent à la crèche dans l'hôpital. Bref. Donc, la comparaison du salaire en tant que tel, fait extrêmement attention. Il faut voir les avantages à gauche, à droite, au-delà des tickets restaurants, au-delà de la mutuelle, mais y compris cela aussi. Mais pour compléter ton propos, Jean-Luc, là, nous faisons une étude pour un CSE dans une très importante clinique privée. Voilà, et les élus nous ont demandé de faire une analyse comparative face à la crise du recrutement. Vous savez que dans la santé, cette entreprise a été confrontée à plusieurs centaines de démissions depuis la crise Covid. C'est un peu partout pareil. C'est pareil à l'hôpital public, etc. Voilà. Comparer, selon la qualification, l'âge et l'ancienneté, les salaires d'une infirmière du secteur public avec celle du secteur privé. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Et comme vient de dire Jean-Luc, la comparaison est très difficile parce qu'effectivement, il y a les mécanismes de revenus indirects, les taux de charges sociales, la retraite future qui est différente, mais même déjà au niveau du salaire de base, les comparaisons sont particulièrement délicates. Et effectivement, il n'y a pas de données statistiques qui permettraient facilement de comparer au niveau des rémunérations. Alors, dans les autres questions, il y avait le support sera-t-il présenté et accessible? Oui, il va être envoyé à tous les participants. Voilà. On avait aussi une question, Jean-Luc, au début, tu l'as vu, est-ce qu'il existe des éléments d'appréciation, des critères rejetés, retenus, quantitatifs ou qualitatifs pour déterminer l'enveloppe d'intéressement? Oui, alors le principe, c'est que l'intéressement ne va pas se substituer à des éléments de rémunération normalement soumis aux charges sociales classiques pour financer notre protection sociale. Voilà. Et il y a de nombreuses jurisprudences, effectivement, puisque le critère de l'intéressement doit aboutir à ce qu'il soit aléatoire. Voilà. On ne peut pas avoir un intéressement qui soit effectivement basé sur un pourcentage simple du chiffre d'affaires, etc. Et donc, quand on recherche aujourd'hui dans la documentation sociale, donc Francis Lefebvre, Dalloz ou même le BOSS, nous avons effectivement de nombreux critères et de nombreuses jurisprudences sur ces questions d'intéressement qui peuvent être des critères financiers, mais aussi des critères qualitatifs, comme nous l'avons dit. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il est possible de verser l'intéressement sur un PE? Oui, voilà. Et l'abondement prévu par accord à des dates différentes? Oui, l'intéressement peut être versé. On peut avoir un abondement de l'employeur en fin d'année. Je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il y ait un décalage dans le temps. Donc, une consoeur a posé cette question. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, bien entendu, si vous avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire passer en écrivant au Conseil régional de l'ordre des experts comptables, à l'attention de notre comité CSE. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, parce que vous avez l'expérience en la matière, n'hésitez pas, là aussi, faites-nous part de votre candidature. On serait ravis de vous accueillir parce qu'on a de quoi faire. Voilà, il est 10h29, je crois. On est dans les délais, donc il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée aux uns et aux autres, et puis de vous protéger et de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année pour préparer 2023, une année qui va être placée sous le signe des bulles, le début d'année, et j'espère heureuse pour chacun d'entre vous et vos familles. Merci de votre présence. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs. Merci beaucoup. Merci.